YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires d'avril. Il est un petit peu temps parce qu'on est le 31 mars. Et je suis censée poster cette vidéo demain. Je suis un peu en retard. Et cette fois-ci, je crois que j'ai trouvé 20 sorties qui m'intéressent. 20 sorties, je crois. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le mois dernier, il y en avait 21. Après, je vous ai mis des suites de sagas qui pourraient vous intéresser. On est toujours sage, pas du tout. Pas du tout, mais tellement pas. J'ai mis des suites de sagas qui pourraient vous intéresser et que moi, je prendrais pas forcément parce que j'ai pas lu le début. Mais voilà, on va parler des sorties littéraires d'avril. Il y en a 20. On va peut-être commencer tout de suite si vous voulez bien. Sinon, on est là jusqu'au bout de la nuit. C'est pas un problème pour moi, je suis en vacances. Mais quand même. Du coup, je commence avec une sortie officielle, finalement, dès demain, avec un roman auto-édité. Est-ce qu'on n'est pas bon, là? Je commence, n'empêche, avec un roman qui sort demain, donc pour vous, aujourd'hui, en vidéo. Et de l'auto-édition de qualité. Regardez-moi cette couve. Attends. Regardez-moi cette couverture. Il s'agit des Gardiens des Mondes, le tome 3. Action. Moi, je dis Action. Le premier tome, c'était Eyama. Je vous en ai parlé sur Instagram et sur YouTube et sur autres, je crois. Le deuxième tome, c'était, rafraîchissons-moi la mémoire, c'était Colia. Ouais, Colia, c'est ça. Colia. Et là, le troisième tome, c'est Action. On va dire ça comme ça. C'est de Mathilde Trinçon. C'est de l'auto-édition de qualité, hein. C'est vachement chouette. Hop, je vais vous mettre dans la barre d'infos et sur le chat, c'est ça que je suis en train de trafiquer depuis tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien de sa campagne Ulule. Alors, je vous le mettrai pas en barre d'infos, en fait, je me reprends, parce que sa campagne finit là. Il lui reste 3h39. Donc, clairement, si ça vous intéresse, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant. Moi, je les ai lus en e-book. Et je suis en train de lire le tome 3, d'ailleurs. Dans le tome 1, en fait, si vous voulez, on est dans un univers où vous avez différents mondes. Et en gros, les habitants, comment ça s'appelle, d'Aphatis, d'un milieu qui s'appelle Aphatis, d'un univers qui s'appelle Aphatis, sont formés pour aller dans tel ou tel monde. Dans le premier monde, on allait vers une planète qui est globalement régie par une certaine forme de magie, etc. Il y avait des petits dangers, etc. Mais en gros, on suivait Amy qui allait sur cette planète, et j'avais trouvé que c'était un peu habituel, vu que la magie, on a un peu l'habitude en fantasy, c'était pas mal, c'était bien, mais peut-être que j'attendais un petit peu plus. Et j'ai eu le un petit peu plus dans le tome 2, qui est Colia, où là on suit, je crois que c'est son meilleur ami, je crois, Ashton, qui va sur Colia, qui est globalement la planète de l'apocalypse, un petit peu. C'est la planète de tous les dangers. Et moi, j'aime bien quand il y a du danger. Donc vraiment, le tome 2... Alors, j'ai bien aimé le tome 1, ça n'était pas un souci, mais il y avait des sorciers, des dragons, des choses. Et j'ai plus l'habitude de lire ça. Alors que le tome 2, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et actuellement, du coup, je suis dans le tome 3, qui sort officiellement demain, du coup. Enfin, demain. En fait, il est mis au 1er avril. Mais je pense qu'elle voulait dire avril 2023, tout simplement. Je sais pas vraiment à quelle date il sera disponible. Déjà, en fait, c'est surtout la fin de sa campagne Ulule, donc voilà, je sais pas. Mais le tome 3, c'est plutôt cool parce qu'on arrive sur une planète, là aussi, de tous les dangers, parce que personne n'en est jamais revenu. Et on va essayer de découvrir ce qui se passe. Donc, plutôt cool. En plus, j'aime beaucoup la plume. Au niveau correction, j'avais pas eu de soucis majeurs. Enfin, franchement, si ça m'a pas choqué, c'est que ça s'est très bien passé. Bref, j'adore les couvertures en plus. Voilà pour cette première sortie d'avril. Pour moi, je vous le conseille, c'était très chouette. C'était vraiment très chouette. Ensuite, je vous dis, on a 20 sorties, alors on va carburer. Attention, attention. Soliste rajoute une saga à sa wishlist. En vrai, j'aime bien. Je pense que je les prendrai pas forcément en papier parce que moi, je l'ai dit dans une dernière vidéo et je pense que ça sera l'occasion d'un live à un moment donné. Dans ma bibliothèque, je ne garde vraiment que les gros coups de cœur, les livres que je suis sûre de relire, les livres que je veux absolument avoir dédicacés dans ma bibliothèque. Là, j'ai bien aimé cette saga, j'ai passé un excellent moment. C'était pas un coup de cœur, donc c'est vrai que je les prends pas forcément en papier. Deuxième sortie du mois d'avril. Alors là, je vous l'ai mis pour vous, moi j'ai pas lu le tome 1. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, donc c'est le tome 2 chez Didier Jeunesse. Le tome 1 est sorti, j'imagine, l'an dernier. J'imagine. Je ne sais plus. Est-ce que je dis une bêtise? Ce qui est bien quand t'es sur le PC, c'est que tu peux vérifier tes conneries. Il est sorti, non, septembre 2022, donc non, pas l'an dernier.
Enfin, l'an dernier pour 2022, mais ça fait pas un an. Et vous savez, on est dans tout simplement dans cet empire régi par des femmes. Tout simplement, les femmes dirigent, les hommes servent. J'ai vu beaucoup de bons avis sur ce roman, donc vraiment, je vous l'ai mis parce que moi, je l'ai dans ma pile à lire, le premier tome. Et je pense me le faire, du coup, avec la sortie du tome 2. Je vais pas acheter le tome 2 maintenant, mais ça pique ma curiosité, forcément. J'en ai entendu du bien aussi, ouais, Soliste. Le tome 1 est sorti en septembre. Oui, c'est ça, Betty Books, pardon. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, la semaine prochaine, vous avez le tome 2 qui sort. Ensuite, troisième sortie. Ah, attends, j'ai fait une bêtise. Troisième sortie pour de vrai. Ah, celui-ci. On est chez, pour le coup, Hachette Heroes dans le rayon imaginaire. Ce sont les livres qui coûtent bien cher, qui sont très beaux, mais qui coûtent quand même bien cher. On est avec Éclat dormant, salut Luna, de Alix E. Harrow. Et dans cette histoire, on est dans une réécriture de conte, il me semble. Dans le résumé, on vous dit qu'on suit Zinnia qui a 21 ans aujourd'hui et qui a une maladie du sang incurable. Et on vous dit, pour le dernier anniversaire de sa vie, elle va faire mentir les prédictions de la médecine, traverser le temps et montrer que rien n'est jamais écrit. Et en fait, de ce que je comprends, on est dans une réécriture de La Belle au bois dormant. Donc, moi personnellement, tu me dis réécriture de conte. Alors, La Belle au bois dormant, c'est pas vraiment mon grand kiff. Parce que le conte de base, il est affreux. Tout ce qui se passe pendant qu'elle dort, c'est affreux, tu vois. Et le Disney, j'ai pas aimé, j'aime pas Aurore, elle me saoule. Mais, là, si on ajoute quelque chose en plus, il se peut que ça me réconcilie vraiment avec ce conte, parce que c'est bien ce que ça a fait avec Murmure de l'océan, qui m'a totalement réconciliée avec la petite sirène. Moi, ça me dit bien. Je veux bien qu'on me réconcilie avec La Belle au bois dormant. Franchement, je veux bien avoir une nouvelle Aurore qui serve à quelque chose. Désolée pour tous les fans, mais pour moi, c'est ça. Ah bah voilà, Cécile, elle est d'accord. Aurore, elle ne sert à rien. Nous sommes d'accord. Tu as besoin de quelque chose? Je t'ai manqué, c'est tout. Vous avez entendu ou pas? Je crois que vous avez entendu. Je vais me faire latter la tronche. Vous allez voir, ça va être sympathique. Vous allez voir. Faudra clipper si elle me tue, hein. Au secours. Quatrième sortie, après cette réécriture de conte, on a le nouveau Karen Ponte qui est Prendre la vie comme elle vient aux éditions Fleuve, comme d'habitude. Je crois que c'est comme d'habitude. D'habitude, c'est aussi chez Fleuve, non? Ou je dis des bêtises? Bon, peu importe. On vous dit, la vie d'Alice... Alors, la première phrase m'a fait un petit peu flipper. Parce qu'on vous dit, la vie d'Alice vient de s'écrouler, ou peut-être commence-t-elle. Je trouve ça assez maladroit. Parce qu'on vous dit... Le jour où son mari, Aymeric, est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves qui croiseront sa route et se réinventer pour que l'espoir triomphe. Donc je sais pas si son mari il est mort ou gravement handicapé ou dans le coma, mais je trouve ça quand même assez maladroit de dire la vie d'Alice vient de s'écrouler ou peut-être commence-t-elle. Peut-être qu'elle va commencer avec la mort de son mari. C'est horrible. Sauf si son mari... était un infâme parano psychopathe, ce que tu veux, là d'accord. Là d'accord. Mais sinon, j'ai lu le résumé en préparant cette vidéo et j'étais là. Mais ça, normalement, c'est quand par exemple tu te fais virer de ton job ou qu'il se passe un truc pas trop horrible, tu vois. Et ça m'a un peu perturbée. Et oui, la couve est très printanière. Mais oui, la couverture est vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, vous avez vu que j'avais sorti ma couverture, mon overlay printanier aussi. Vous avez vu? Donc voilà, le nouveau Karen Ponte sortira le 6 avril. Et étant donné qu'il y a peut-être une histoire de deuil, moi j'attends juste de savoir si le mari est mort ou pas. Parce que s'il est handicapé, ça m'intéresse moyen. S'il est mort, enfin quoique, ça veut dire deuil de ta vie idéale, ça peut être intéressant aussi. S'il est mort, ça m'intéresse. Vous ne clippez pas ça. Mais s'il est mort, ça m'intéresse quand même. Franchement, ça pourrait être sympa. Cinquième sortie que j'ai, moi, vue. Hein. Attention, comme d'habitude, les sorties littéraires, si je devais tout vous présenter, on y passerait la semaine. Tout ce qui sort, c'est pas possible. Mais moi, je note toujours que ce qui m'intéresse. Cinquième sortie, bien sûr, j'ai noté le nouveau Clarisse Sabar. Un air d'éternité chez Charleston cette fois-ci. Je vous ai mis toutes les sorties dans l'ordre chronologique, hein, vraiment du début à la fin du mois. Dans cette histoire, on vous dit...
quelque chose. En fait, j'ai l'impression de retrouver un petit peu les débuts de Clarisse. Enfin, pas les débuts, parce qu'elle a toujours écrit, enfin, souvent écrit des doubles temporalités comme ça, mais c'est ça aussi qui fait qu'on aime ce qu'elle fait et qu'on suit à chaque fois ses romans. On vous dit, dans un recoin caché du grenier de son grand-père, Lisa découvre le journal intime de la tante de ce dernier. En se plongeant dans les pages jaunies, elle apprend qu'Aurélia et sa sœur Marie ont participé activement à des réseaux de résistance. Au cœur du maquis, les deux sœurs ont uni leurs forces contre l'occupation allemande jusqu'à ce qu'un drame bouleverse leur vie à jamais. Je vais vous faire une confidence. Pas vraiment. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, actuellement, les romans qui me parlent de l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, je n'en peux plus. Je n'y arrive plus. Vraiment, je n'y arrive plus, ça me saoule. J'en peux plus, j'ai l'impression de voir que ça depuis 4 ans. J'en peux plus. Vraiment, j'ai fait une overdose. Tout ce qui est les trucs d'Auschwitz et tout, oh, j'en peux plus. Vraiment. Salut Delphine. Salut. Mais, là, c'est Clarisse Sabar. Donc, je vais y aller. Peu importe qu'elle aborde un sujet que je veux plus trop lire, je sais que je vais y aller. Je vais forcément y aller. Il y a un recueil de nouvelles avec Karen Ponte. Ah oui, c'est pour ça alors. Ouais, c'est pour ça qu'elle est chez Charleston, c'est dans un recueil de nouvelles du coup. Ok. Ouais, c'est un thème très nécessaire. Oui, tout à fait, on est d'accord, c'est un thème nécessaire, mais c'est peut-être trop abordé et parfois trop de la même façon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses vraiment qui se recoupent et qui se ressemblent énormément. Mais là, par exemple, tu vois, Clarisse Sabar, moi, j'y vais même... Enfin, vraiment, si je pouvais lire les yeux fermés, j'irais les yeux fermés, tu vois. Vraiment, c'est Clarisse, quoi. La cuisinière, le couturier, on a fini par avoir tous les métiers dans les camps. Mais on est d'accord. On est d'accord, c'est exactement ce que je disais. C'est exactement mon propos. Ensuite, 6e sortie. Je l'ai mis quand même. Je suis désolée, je l'ai mis quand même. Je sais, je vous ai fait un affront. Les Pouliches, tome 2. Je l'ai mis quand même parce que, si vous avez vu, je vous ai pas... je sais pas si vous avez vu, ma vidéo sur YouTube avec mon dernier point lecture. Mais avec le temps, je me dis que Guild n'était pas horrible. Il était, si, horrible sur certains points, on va pas se le cacher. Mais, en fait, je pense vraiment que le tome 2 et le tome 3 seront meilleurs. Je pense vraiment que le tome 1 était nulos par rapport aux autres. Et quand je vois tous les avis dessus, on me dit la même chose. On me dit, il faut pas s'arrêter au tome 1. Ceux qui l'ont lu en anglais disent, il faut pas s'arrêter au tome 1. Alors moi, je veux bien aller dans le tome 2, mais franchement, si c'est la même chose, j'irai pas dans le tome 3. Ça suffit. Mais en plus, ce que j'aime bien, en fait, la meilleure partie du tome 1, c'est la fin, quand elle se révèle un peu, quand elle évolue, quand tu comprends un peu comment elle fonctionne et quel pouvoir finalement elle peut avoir elle-même. C'est ça qui est chouette. La fin du tome 1 m'a trop intriguée et donné envie de lire la suite. Mais ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, tout du long, tu t'ennuies un peu. Mon copain était attiré par la couverture du premier en librairie et quand je lui ai sorti le mot pouliche, il m'a mal regardé. Bah tu m'étonnes, c'est extrêmement dégradant, mais tu vois, je me dis, le mot n'est pas utilisé sans rien. Je pense que c'est sciemment utilisé pour descendre la condition de la femme et je me dis, de toute façon, ça peut pas être plus bas que ce qu'on nous a montré dans le tome 1. Donc, je pense que dans les tomes 2 et tome 3, ça sera mieux, en fait, tout simplement. En plus, la couverture, elle est jolie. Voilà. C'est pas un argument ultime, mais ça en est un quand même. Ouais, non mais c'est ça, Soliste. En fait, après, tu vois, on le regarde. Moi, je pense aussi que le tome 1, il faut pas non plus le voir par tes yeux de 2023. Parce qu'en effet, à l'époque actuelle, voilà. Mais, si tu vas dans l'histoire, je suis désolée, mais les pouliches ont existé, quoi. À un moment donné, il faut le reconnaître, tu vois. Il y a quasiment une portée historique sur le harem, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait tous très bien comment ça se passait dans un harem. À un moment donné, il faut pas se faire d'illusions, quoi. Et du coup, quand tu te dis ça, tu fais « Ouais, ok, on va peut-être continuer ». Elle était jolie aussi dans le premier. Mais oui, carrément, les couvertures sont très jolies. Ça, c'est clair. 7e sortie, que j'ai notée. Oui, bon, j'étais obligée, mettre le Stephen King du 12 avril chez Albin Michel, Conte de fées. J'étais, bien sûr,
Obligé. On vous dit Charlie ressemble à un adolescent typique, bon au baseball et au football et un étudiant décent. Mais il porte un lourd fardeau, sa mère a été tuée dans un accident virant en délit de fuite quand il n'avait que 10 ans et le deuil a conduit son père dans l'alcoolisme. Charlie a appris à devenir... Charlie a appris à devoir s'occuper de lui-même, le résumé a un problème. Charlie a appris à devoir s'occuper de lui-même et de son père. Puis quand Charlie a eu 17 ans, il rencontre Howard Bowditch, un solitaire avec un gros chien qui habite dans la maison au sommet d'une grande colline. Dans la cour se trouve un cabanon fermé à clé dont proviennent d'étranges sons comme si une créature essaye d'en échapper. Quand Monsieur Bowditch décède, il laisse la maison à Charlie ainsi qu'un gros lot d'or. Et à la fin, ils meurent tous. Non, arrête de spoiler la fin des livres pour tout le monde. Donc, quand Monsieur Bowditch décède, il laisse la maison à Charlie ainsi qu'un gros lot d'or, une cassette racontant une histoire impossible à croire et une responsabilité bien trop grande pour les épaules d'un garçon. Et là, j'ai lu que la moitié du résumé. Je m'arrête là, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, hein. Ça va déjà bien assez loin. Ça va déjà bien assez loin. Ouais, t'as hâte. Moi aussi, en vrai, je pense que c'est le genre de King qui me plaît. Il y a peu... Je vais pas dire il y a peu de King qui me plaisent parce que j'ai pas tout lu, mais vraiment les one shot, genre l'Institut, j'avais bien aimé et j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans cette ambiance avec l'Institut. Si tu me dis Cimetière, j'ai pas aimé, je me suis ennuyée. Il y a des romans comme ça de King, vraiment c'est soit j'ai bien adhéré et c'était chouette, soit non, du tout. C'est ça le problème avec moi. C'est ça le problème. 8e sortie, peut-être un peu moins connue. Non, je crois qu'elle va faire aussi parler d'elle. Pénélope Renditak, donc c'est le chant des déesses, le tome 1 de Claire North, c'est chez Hauteville. Et là, globalement, il me semble qu'on suit simplement, vous voyez ce que je veux dire, l'histoire de Pénélope, alors que le roi Ulysse est parti depuis de nombreuses années en guerre contre Troie. Oui, c'est ça, on est à Ithaque, tout le monde surveille tout le monde et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Donc forcément, en gros, le roi, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais le roi Ulysse se barre pour faire la guerre, il est coincé machin parce qu'on sait toute l'histoire qui se passe, et Pénélope elle reste à essayer de garder son trône pour son retour. Évidemment, il y a plein de personnes qui viennent lui proposer un mariage et à chaque fois elle doit user d'une certaine ruse pour réussir à ce qu'on ne vienne pas trop l'emmerder. Globalement, franchement, de façon très vulgaire, c'est ça. De façon très très vulgaire. C'est jeunesse ou pas, Pénélope? Non, parce que c'est du Hauteville. Hauteville, c'est pas jeunesse. Donc, je pense pas. Je ne pense pas. Après, j'y mettrai pas ma main à couper. Mais Hauteville, c'est pas jeunesse. C'est pas une maison d'édition jeunesse. Ensuite, 9e sortie. Oui, j'ai mis... Ah ouais, non mais attendez. Je me suis dit, bon, tu mets le tome 2 de Guild. Salut Florent. Tu vas mettre le nouveau de Roman-Tessie d'Hugo Roman. Donc c'est Les Loups du Millénaire, le tome 1 de Sapir et Englard. Et là, pour le coup, quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que tu vas y aller ou pas? Je ne sais pas. Pas sûr. On vous dit Sienna est un loup-garou de 19 ans, adopté par une famille dont la mère est un loup-garou et le père un humain. Je vous avoue que moi, les loups-garous, j'aime pas trop. Donc à voir. Elle a une sœur, Selena, dont elle est très proche. À l'approche de la cérémonie de la Haze, pendant laquelle les loups-garous choisissent un partenaire, là tu sais qu'ils vont tous être à poil, objectivement, Sienna ne peut cacher son angoisse. En effet, ni sa famille, ni ses amis ne savent qu'elle est toujours vierge. Franchement, en vrai, on va se poser 2 secondes. Quand on vous parle de virginité dans un résumé, est-ce que vous savez pas déjà que ça va tomber dans des scènes de fesses de ouf? À fond, je veux dire, vraiment beaucoup, tu vois. La seule vierge de la meute, elle est bien décidée à survivre à la Haze, je sais pas comment on dit, de cette année sans céder à ses pulsions primaires. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, l'alpha de la meute, elle tombe immédiatement sous son charme. Et c'est pour ça que je te dis, moi je pense que je vais pas y aller. Mais parce que... Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Autant Guild, il y avait un intérêt avec le roi Midas et tout, autant là... Pour les loups-garous, être à poil, c'est logique, tu me fais trop rire ce liste, j'avais même pas pensé. Je l'ai lu sur Galatea. Et alors? C'était comment? Mais je crois que j'ai vu... la pub sur Instagram pour... En fait, j'avais vu le même résumé.
Donc j'imagine que c'est pareil. Celui d'un Mercy Thompson ou d'un McCorvin, oui, c'est pas pareil. Mais avouez, moi je vais y aller à fond du sexe des loups, je dis oui, c'est vrai. Moi j'avoue, les loups, ça... En fait, j'ai été trop refroidie. J'aimais beaucoup tout ce qui était vampire, loup-garou et tout. Maintenant, j'aime que les vampires. Mais Luna, s'il te plaît. Maintenant, les loups... Plus trop, mais j'ai été trop refroidie à cause d'Anita Blake. Je sais pas si vous avez lu Anita Blake, mais c'était vachement bien jusqu'à ce qu'elle devienne une espèce de métamorphe chelou qui a des scènes de fesses avec tous les autres métamorphes. Mais t'avais vraiment tous les métamorphes du monde dans Anita Blake. Vraiment, t'avais genre les loups, t'avais genre les pumas et les tigres et les rats et les loups-garous et les garous, les rats-garous, tout ce que tu veux, garou, tu vois. Tu mettais le nom d'un animal, tu rajoutais garou après, et elle couchait avec de toute façon. Et du coup, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, c'est plus pour moi. Moi, ce que j'aimais bien, vraiment, c'était les enquêtes et quand elle essayait de défoncer le vampire en question. Vraiment, j'aimais bien ça, moi. Voilà. Donc, je crois que ça m'a refroidi du garou. J'aime pas trop la couve. Elle fait très 2000. Ouais, elle fait très 2000. Tu vois, les loups du millénaire. Les yeux comme ça, on a déjà vu. Et en vrai, ça te spoile que dalle. Enfin, ça te spoile pas l'histoire. C'est juste que t'as plein de garous dans tous les sens et que y a plein de scènes de fesses, donc globalement. Donc, en fait, je pense que je vais attendre votre avis. Il y en a qui vont y aller ou pas? Franchement, il y en a qui vont y aller. Et ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Franchement, ça m'intéresserait bien. Ensuite, 10e sortie. On est à la moitié. Celui-ci, je sais que je vais y aller. Franchement, je sais que je vais y aller. Le restaurant des recettes oubliées d'Hisashi Kashiwai aux éditions Nami. Donc Nami, ça fait partie du grand groupe Le Duc avec Charleston et tout. On vous dit... En plus, c'est au Japon. Donc, caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant des Kamogawa, d'où s'élèvent d'exquises odeurs de riz cuit, de nabe et de légumes sautés. En plus de délicieux repas faits maison, Nagare et sa fille Koichi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire, reproduire un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Nabe yaki udon, sushi de maquereau, tonkatsu ou pâte napolitaine. Pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie. Et grâce à un soupçon de magie, ces saveurs perdues enfin retrouvées permettent de rêver à de nouveaux départs. Globalement, on est encore sur le genre de roman japonais que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Franchement, il me fait trop envie. Je sais plus si je l'ai demandé. Je ne sais plus. Donc, je l'achèterai pas, puis j'attendrai de voir s'il arrive, et puis s'il arrive pas, je l'achèterai en mai. Voilà, on va dire ça comme ça. Sortie numéro 11. On reste un peu dans la même thématique. Le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake, aux éditions Faubourg Marigny. Ici, on vous dit... Alors, là, c'est encore thématique Seconde Guerre mondiale un petit peu beaucoup. Après avoir passé la Seconde Guerre mondiale dans un camp d'internement, Aya Shimamura, jeune fille de 13 ans, et son père ont deux choix possibles, partir à l'est des Rocky Mountains ou être déportés au Japon. Ils choisissent de déménager au pays du soleil levant, mais une fois à Tokyo, ville complètement dévastée par la guerre, le père d'Aya peine à trouver du travail, et Aya elle-même, née et élevée à Vancouver, est harcelée à l'école car étrangère. À 12 ans, Fumi Tanaka a un problème, sa sœur adorée... Il n'y a pas la suite. Bon, peu importe, on s'en fiche. On s'en fiche de la suite. Parce que, en réalité, on est dans l'après-guerre et on est dans la reconstruction et on est au Japon. Et là, pour le coup, on va avoir droit, à mon avis, à tout ce qui est racisme, etc. Et la reconstruction au Japon, j'en ai pas lu des tonnes. Des romans sur les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, t'en as plein. Des romans sur l'après en France, t'en as plusieurs. Pas plein, mais t'en as plusieurs. Et là, je me dis... En plus, c'est Faubourg Marigny. Pour moi, c'est un gage de qualité. Donc, ça me dit bien. Ça me dit bien. Je pense que j'irai, moi. Mais en vrai, en avril, il y en a plusieurs. Je me dis... Je pense que je vais y aller. Mais je vous ai dit qu'il fallait que j'achète moins de livres. Parce que je suis censée changer de travail à la fin de l'année. Je peux pas me permettre de faire ça, en fait. À un moment donné, maintenant, il va falloir être raisonnable. Sortie numéro 12.
Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Celui-ci, je vous avoue, je l'ai demandé, je vous le dis tout de suite. On me l'a proposé, j'ai dit oui s'il vous plaît. En fait, c'est même pas je l'ai demandé, on m'a proposé de le recevoir, j'ai dit oui. S'il vous plaît, merci. On vous dit, quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent, un conte de fées sombre et moderne, Violette, ou Violette comme vous voulez, est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer aussitôt qu'il sera couronné, et Violette le sait pertinemment. Seulement, Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, et je lis pas la suite parce que ça sert à rien, ça a déjà l'air trop bien. Franchement, en vrai, avouez, ça a l'air trop bien. Je trouve que ça a l'air trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de le recevoir et de le lire avec vous en Read With Me, et de pouvoir vous en parler entre temps, parce que vraiment, il sort le 13 avril, j'ai hâte. J'ai trop hâte. 13e sortie. Celle-là, vous l'avez déjà vu un peu passer sur les réseaux sociaux, c'est I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston. C'est trop difficile. Aux éditions Lumen. On vous dit, pour sortir avec la star du lycée, il faut d'abord la retrouver. Chloé n'est plus qu'à un cheveu de la victoire, forcée par ses deux mères à quitter les plages de sa Californie adorée pour entrer dans un lycée d'élite du fin fond de l'Alabama. Elle s'est appliquée toutes ces années durant à esquiver les regards curieux de ses camarades et à résister farouchement à l'administration étroite d'esprit de l'établissement. Ce qui l'a fait tenir l'espoir de finir major de promo. Sa seule rivale, la fille du principal, Shara Wheeler, la perfection incarnée et reine en titre de l'école. Je ne lirai pas plus parce qu'en fait j'en ai lu plus. Moi je sais que je vais pas y aller parce que je ne lis pas vraiment de contemporain young adult ni de thriller young adult. Ce que j'ai compris, c'est... Alors déjà, t'as une bonne portée, je trouve ça cool, t'as une... en tout cas dans le résumé, on t'annonce une bonne portée LGBTQIA+. J'espère que j'ai tout cité sincèrement. Vraiment, on t'annonce quelque chose d'assez intéressant sur ce plan-là, et ça peut être vachement bien. Et je trouve ça super cool que les contemporains young adultes s'emparent de ça et le mettent en avant sans que ça soit le sujet forcément principal du roman. C'est juste la normalité, et ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. On a, je crois, la disparition d'un personnage, et en gros, je crois qu'elle disparaît, non ? Attends, est-ce que je vous dis des bêtises ? Non, elle disparaît. J'en suis quasiment sûre. Je suis quasi sûre qu'elle disparaît. Elle disparaît, mais il y a une histoire de relation entre les deux. C'est tout ce que je dirais. C'est tout ce que je dirais. Moi, je vous avoue, je vous l'ai dit, le contemporain thriller young adulte, j'y vais pas. Je vais dans le contemporain thriller adulte. Vraiment, le young adulte, je ne m'y reconnais pas, j'y arrive pas. Mais je pense qu'il va en intéresser plus d'un. Et moi, ça m'arrange. Si la sortie Lumen d'avril peut ne pas m'intéresser, ça serait cool. Parce que j'ai déjà... là, je suis en train de lire leur sortie Lumen de mars. J'ai aussi celle de janvier. À un moment donné... voilà, faut faire des choix quand même. Mais je sais qu'on va le voir partout. C'est sûr. C'est sûr. 14e sortie. Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber, qui est tout simplement l'autrice de Caraval. Donc là, c'est chez De Saxus. Celui-ci me fait trop envie, je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué de résister. Encore une fois, c'est chiant. Ça m'énerve. Jusqu'où iriez-vous pour être heureux pour toujours ? D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Evangeline Fox a cru au véritable amour et au dénouement heureux, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'amour de sa vie en épousera un autre. Désespérée d'arrêter le mariage et de guérir son cœur blessé, Evangeline conclut un accord, j'adore ça, avec le prince de cœur, charismatique mais méchant. En échange de son aide, il demande 3 baisers à donner au moment et à l'endroit de son choix. Et j'imagine que les 3 baisers, ça va être chiant de lui donner, tu vois. Je suis sûre qu'il va utiliser ça à son avantage et ça va être trop bien. Je suis sûre de l'acheter, celui-ci. Oui, probablement, Mayela, que la prochaine, en mai, je me la prendrai, par contre. Probablement. Mais celui-ci a l'air génial. Vraiment, il a l'air super bien. Je sais pas comment je vais faire pour résister, ça va être dur. Franchement, comment on fait ? Il y a plein de gens qui font des no-buy. Franchement, si vous avez une recette magique, allez-y. Allez-y. Franchement. Même la couverture, elle est super jolie. Elle est super, super jolie. Après, je pense que ça va encore être un relié bien cher et tout. Ça, je commence à en avoir un petit peu marre des reliés super chers. Ça, je vous avoue, je commence à tiquer.
Enfin, je commence, non, je tique depuis un moment, parce que franchement, quand tu dois mettre 25-27 € dans un livre, tu peux t'en acheter 2, quoi. Tu peux t'acheter je sais pas combien de poches. C'est, ouais. Voilà. Bon. Ensuite, 15e sortie, il nous en reste 6 du coup. La chanteuse de bal de Julien Rampin chez Charleston. J'étais obligée, c'est Julien Rampin. Voilà. Manu qui dit, faut se dire que tu en as déjà tellement à lire que ça peut attendre. J'adore. J'adore cette naïveté avec moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On vous dit, donc le nouveau roman de Julien Rampin, je vais y arriver, c'est la fin de semaine. Au village de Beautemps, près de Toulouse, tout le monde se connaît. Les jumelles sexagénaires Claude et Claudine assurent les cancans. Juliette, sosie de Marilyn Monroe, est l'heureuse propriétaire du salon de coiffure et Antoine, l'infirmier, essaie de soigner ses patients aussi bien que son chagrin d'amour. Si aujourd'hui les habitants semblent mener une vie paisible, le village a été le théâtre d'un terrible drame 40 ans plus tôt, un incendie au cours de la fête du 14 juillet au cours duquel 7 jeunes ont perdu la vie. Et lorsqu'une mystérieuse inconnue vient s'installer à Beautemps, la tranquillité du village semble à nouveau menacée. On est d'accord qu'il me le faut. On est d'accord. Ça se passe à notre époque, Manu. On a très envie de découvrir cette chanteuse de bal. Enfin, moi, en tout cas, j'ai très envie de découvrir cette chanteuse de bal. Vraiment... J'ai hâte. Hop, ensuite, 16e sortie. Oui, la couve est chouette. 16e sortie. Je suis perdue, il faut que je fasse mon budget d'avril, sérieux. Franchement, il faut que je regarde combien il coûte chacun. 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Depuis qu'ils ont annoncé sa sortie, tout le monde savait que j'allais l'acheter. On me l'a même dit sur ce chat, je crois. On me l'a même dit en live que j'allais l'acheter, celui-ci. Mais t'es obligé. Non mais attends. Je vais te lire le résumé, tu vas voir que t'es obligé. Donc, une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère Reikama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra peut-être compter sur le mystérieux garçon à qui elle était fiancée et qu'elle a rejeté sans même le rencontrer. Pas très sympathique. En vrai, dans leur présentation, ils avaient mis des mots-clés. Je me souviens plus exactement des mots-clés, mais rien que les mots-clés, je m'étais dit, ok. Vraiment, ok. J'étais allée sur l'Instagram de Rajo et je me suis dit, tu peux pas passer à côté de celui-ci, mais non. Ça n'est pas possible. Sortie numéro 17. L'île des porte-chances de Lucie Eligenstein, je dirais, chez Scrinéo. Alors moi, c'est vrai que les Scrinéo, j'y vais plus directement et j'attends pas mal les avis. On vous dit, dans un monde où la Terre ne tourne plus et où chaque région est éclairée par une seule et même lumière, découvrez le destin exceptionnel de Lou, un jeune porte-chance. Donc on est sur l'île d'Aube grise méridionale. Il ne fait jamais tout à fait jour, mais jamais tout à fait nuit non plus. C'est là que vit Lou, espérant Dieu, fils adoptif d'Émérance, une porte-chance professionnelle qui met son don au service du gouvernement, lui apportant ainsi la bonne fortune pour ses projets. Mais depuis quelque temps, de nombreux habitants des terres obscures arrivent sur les plages de l'île aux grandes dames de certains locaux. Que se passe-t-il vraiment en fin de nuit, pays aux confins de ce continent sans lumière qui pousse sa population à s'enfuir? Alors que Lou découvre son pouvoir de porte-chance, autant un don qu'une malédiction, Émérance décide de l'envoyer au Midi pour fuir l'agitation qui règne sur l'île. Bref, en vrai, l'univers a l'air chouette. L'univers a l'air vraiment chouette. Je vais attendre de voir les premiers avis. Mais ça a l'air chouette. 18e sortie que j'ai pu noter pour ce mois d'avril. Cette fois-ci, on en parle, Maïela. Beast Temptation Rose Redemption de Roxane Marielli aux éditions Alter Réel. À votre avis, pourquoi je l'ai noté? La couverture est splendide et on est dans une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, bien évidemment. On vous dit... Julia, journaliste pour un journal de science-fiction, vient de recevoir 2 photos étranges. Sur les clichés, une seule et même personne, mais à 2 époques différentes et très éloignées. Impossible, Julia va en avoir le cœur net, c'est sûr, ça fera un très bon sujet d'article. Du coup, elle embarque pour une petite île des côtes bretonnes où vit le mystérieux et ténébreux Emmett Valsarad.
Valzarad, je sais pas comment on dit. Je sais pas. Sandy, non, t'es pas en retard pour les pioches, on n'y est pas encore, on finit les sorties. Très vite, elle comprend que les murs du château cachent bien des secrets, tout comme son propriétaire à l'aura magnétique et dangereuse. Qui est-il vraiment et pourquoi fait-il en sorte de prolonger son séjour? J'ai pas fini, que j'ai déjà envie de le lire. Franchement, c'est un VF, c'est pas un VO, c'est version française. Alter Real, c'est une maison d'édition francophone. Je sais pas si c'est français, donc je veux dire francophone. D'ailleurs, je les avais pas rencontrés. Non, on les avait invités ou acceptés. Enfin bref, ils étaient venus à Virtual Livre, le salon du livre en ligne pendant le confinement que j'avais aidé à organiser. Et ils étaient venus présenter des romans. C'était vraiment chouette. Ils étaient très gentils. Très très gentils. En Bretagne, c'est cool. Mais oui, c'est La Belle et la Bête en Bretagne, les gars. On va le résumer comme ça. La Belle et la Bête en Bretagne, ok ? Si vous voulez, on fait ça. Il y a un dragon, bah je sais pas, il est sur la couverture, donc peut-être. Il est pas dans le résumé. Avant-dernière sortie. On se concentre, maintenant. Avant-dernière sortie, je vous ai mis la parution Inceptio d'avril. C'est de Liam Frost. C'est Ask for Help. C'est le tome 2 de Cry for Help. J'avais lu Cry for Help, que j'avais bien aimé. Si vous voulez, je vous donne le résumé de Cry for Help. Comme d'hab, vous avez en barre d'infos du coup sur YouTube. Et là, dans le chat, je vous mets tout de suite, j'ai un code promo pour Inception. N'hésitez pas à l'utiliser, ça vous fera toujours économiser un petit peu. On vous dit nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux amis. Alice n'a jamais eu peur du changement. Avec son caractère bien trempé, cette adolescente n'a pas sa langue dans sa poche. Mais lorsqu'elle apprend que dans son nouveau lycée, une étudiante disparue 2 ans plus tôt lui ressemblait trait pour trait, Alice n'est plus si sûre d'elle. Elle devra faire face aux interrogations et aux regards des autres. Bref, franchement, autant. Le début, j'avais l'impression d'être dans Riverdale. Non mais bien sûr que je vais t'y traîner, se laisser venir avoir Inception, je vais rester avec eux, c'est mort. Au début, j'avais l'impression de lire Riverdale. Vraiment, c'était le lycée américain de base. Vraiment. Je me souviens vraiment, j'avais eu cette impression au début en mode... Ouais, bon, ok, le lycée, bon, tu vois, un petit peu saoulé, tu vois. Et en fait, je me souviens très bien que la fin m'avait surprise. Je me souviens plus de la fin, parce que je l'ai lu il y a longtemps. Je l'ai lu en 2019, donc je vous avoue que c'est un petit peu dur. Mais je l'avais plutôt bien noté, j'avais dit que la fin, elle tenait en haleine, c'était surprenant, etc. Donc vraiment, si vous attendez la suite, bah allez-y. Si vous ne les avez pas encore lus, c'est le moment peut-être de craquer pour le tome 1 puis le tome 2. Le blog, je vous jure, c'est pour ça que je dis, c'était encore sur le blog, tu vois. C'est incroyable, j'avais un blog à ce moment-là. Incroyable. Mais du coup, voilà, c'est la petite sortie d'avril. Moi, je pense que je vais plutôt organiser, si vous voulez, je vous le dis aussi sur YouTube, une lecture commune de leur parution là de mars. Ah, j'ai plus le mot. Ah, zut. Écarlate sous la cendre. J'allais dire écarlate tout court. Salut Martialou. Salut. Donc je pense que je vais organiser un genre de lecture commune sur Écarlate sous la cendre. Je vous le proposerai sur Discord. Le retour des lectures communes. Oui. Non, mais je me dis que ça peut être chouette. En vrai, ça peut être chouette. Écarlate sous la cendre, il me dit bien. Je sais qu'il dit bien à plusieurs d'entre vous. Donc, ça peut être chouette. Dernière sortie. Je sais plus du tout ce que c'est. Dernière sortie que j'ai notée. Ah oui, Hooked. Donc, c'est la saga Never After, le tome 1. C'est de Emily McIntyre, j'imagine, chez Plume du Web. Et là, en fait, c'est en lisant le résumé que je me suis dit « Oh, ça a l'air pas mal !» Ça a l'air pas mal du tout. On vous dit... En plus, j'aime pas trop Peter Pan, moi, en plus. Je vous ai dit, j'essaye de lire des réécritures qui me réconcilient avec les contes que j'aime pas. Donc... On vous dit, il veut se venger, mais il la veut plus encore. Bon, ça c'est marrant. James a toujours eu un seul objectif, détruire son ennemi, Peter Michaels. Lorsque Wendy, la fille de Peter, âgée de 20 ans, se présente dans son bar, il y voit un moyen de parvenir à ses fins. Séduire la fille et l'utiliser pour sa revanche. C'était le plan parfait jusqu'à ce que tout s'effondre. Je pense que t'as de la romance derrière. Je pense que t'as de la romance sur fond de Peter Pan, et forcément, tu vas avoir le Capitaine Crochet, bien évidemment. Et si Wendy... Attends, moi je me dis, et si Wendy, elle tombe amoureuse de ce qui est l'équivalent du Capitaine Crochet. Wendy, fille de Peter, oh, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. J'attendrai des avis, bien évidemment, mais ça me... Ah, pourquoi pas. C'est pas un conte interdit, non. Non, c'est pas un conte interdit. C'est peut-être un truc de dark romance, hein. Peut-être, hein. J'en sais rien. Mais en effet, je pense que t'as de la romance qui est... Peut-être que t'as des pouliches aussi, tu sais. Mais en vrai, moi, je veux juste un avis, savoir vers quoi je vais. Tu vois ?
C'est noté, même les méchants ont le droit à leur happy end. Donc si c'est un truc de dark romance horrible, j'irai pas. Si par contre ça fait envie, y a pas de souci. Mais je crois qu'il y a un compte interdit qui utilise la même image, il me semble. Je vais te dire ça tout de suite, mais j'ai cru voir la même image dans un compte interdit. C'est Scrooge qui fait penser à ça. C'est le compte interdit Scrooge avec le... C'est pas la même image, mais avec l'horloge derrière. Les poulies, ça nous a marqué, je te jure. Je te jure. En vrai, Martialou, je parle jamais de l'étalon parce qu'il est il est absent du livre. Il n'existe pas. On parle que des femmes dedans. On dit juste qu'il y a un étalon dedans, mais c'est tout. Donc voilà, je sais pas si c'est de la dark romance, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je sais que j'irai pas. Mais si par contre ça peut m'intéresser, n'hésitez pas à me le dire aussi. On va arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certaines de ces sorties que vous comptez absolument vous procurer, comme moi, pour pas mal, de toute évidence. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, on sait jamais, parce que parfois c'est disponible sur Wattpad et sur d'autres plateformes, du coup ça peut être super intéressant. Et n'hésitez pas à revenir derrière, nous dire lesquels finalement valaient le coup, ça peut être chouette aussi. Je vous laisse pour aujourd'hui, pour ce début de vacances avec Luna. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're